Comment le capitaine de l'équipe de France pendant la première Coupe du Monde en 1930 a pu trahir son pays et devenir un SS pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire complètement folle que je suis obligé de vous raconter aujourd'hui. Elle a été très bien écrite par Luc Briand dans son livre Le Brassard, livre que je vous recommande, on en reparlera à la fin de la vidéo. En attendant, je propose qu'on perde pas plus de temps et que je te raconte l'histoire d'Alexandre Villaplana. C'est lui. Il naît en Algérie en 1904. C'est un gamin de Bellecour, un quartier populaire d'Alger. Il vit une enfance très modeste avec ses parents. Son père est d'origine espagnole et sa mère vient du sud de la France, du côté de Sète. À 12 ans, on se rend compte qu'il est pas mauvais au foot et on décide de l'inscrire dans un club, le FC Gallia. Les années passent, il joue toujours au foot et on se demande, lorsqu'il a 16 ans, s'il ne devrait pas continuer dans cette voie-là. On l'envoie donc en France, du côté de Sète, non pas à cause des origines de sa mère, mais surtout parce que c'est l'un des tout premiers clubs professionnels français. Là, je suis obligé de faire une pause parce que club professionnel, c'est entre guillemets. À l'époque, il n'y a pas de statut professionnel et le métier de footballeur n'existe pas. Aucun joueur ne peut être directement payé par un club. Si vous avez vu la série The English Game, vous comprenez très bien le mécanisme, c'est la même chose en Angleterre. Certains clubs commencent à faire venir des joueurs, ils s'entraînent, ils jouent au foot pour le club et touchent une rémunération pour un métier qui leur est donné. C'est-à-dire que là, pour Alexandre, on va lui donner un métier qu'il exercera quelques heures par semaine, quelques petites heures, et en échange de quoi il aura un salaire comme s'il travaillait toute la semaine. C'était la première façon pour les clubs de recruter des joueurs en les payant, pour avoir les meilleurs. Malgré les bouleversements, quand il arrive là-bas, son adaptation est éclair. À seulement 16 ans, il intègre déjà l'équipe première. Son poste, c'est milieu défensif et il est très bon. À cette époque-là, c'est juste un adolescent qui joue au foot. Il est totalement clean et il n'y a aucune affaire de faits divers dans sa vie. La seule chose qu'il commence à découvrir à 7, c'est les sorties, l'alcool et la compagnie féminine. Et il a l'air de plutôt aimer ça. Et rapidement, tout ça, ça va être plus qu'une découverte. Notre Alexandre, là, il aime beaucoup la fête et tout le temps qu'il ne passe pas sur le terrain, il le passe au bar. Sur le terrain, tout se passe bien pour lui. Il est bon et 7 va même se hisser jusqu'en finale de la Coupe de France en 1922. À l'époque, il n'y a pas de championnat national, c'est des petits championnats de région. Du coup, la Coupe de France, ça reste le trophée majeur pour tous les joueurs de football français. Le seul problème sur cette campagne de Coupe de France, c'est qu'il est jugé trop jeune par son entraîneur, il joue tous les matchs jusqu'en demi-finale, et ne dispute ni la demi, ni la finale, que 7 perdra d'ailleurs. Suite à cette décision, Alexandre il va mal le prendre, il va vouloir quitter 7, et il va partir à Vergès. C'est un petit club juste à côté, rien à voir avec le club semi-pro de 7. Alors vous me direz pourquoi il y va? Parce qu'à l'époque, il suivait là où il y avait l'argent. Et à Vergès, même si c'est un plus petit club, on lui propose plus d'argent. Avec un poste de représentant de commerce pour une marque d'eau gazeuse. Il fait ça quelques mois, puis il doit stopper tout ça pour aller faire son service militaire. À l'époque, c'était 1 an et demi, 18 mois. Il y va et en profite au passage pour rejoindre l'équipe de France militaire, dans laquelle on le découvre en tant qu'ailier gauche. À côté de ça, il impressionne pas mal son entourage, parce qu'il s'arrête pas du tout au foot. Il fait beaucoup d'athlétisme, il fait de la natation, et les spécialistes actuels le considèrent limite comme l'un des tout premiers athlètes français. J'en profite pour vous parler un petit peu de lui sur le terrain, parce que je l'ai pas fait jusque-là. Il fait 1m66, petit gabarit, très agressif. Il fait énormément de fautes, et les fautes à l'époque, elles étaient quasiment pas sanctionnées. Vous imaginez les années 80 quand vous revoyez les images, imaginez la fin des années 20. Les Roy Keane, les Barton, tout ça, à l'époque, c'était des enfants de cœur. Donc on va dire qu'il se ménage pas trop sur le terrain, et c'est limite en mettant plus d'agressivité que ses adversaires qui se fait remarquer. Petite anecdote en plus, c'est lui qui aurait inventé la tête plongeante. Ça reste une information assez difficile à vérifier, mais a priori, l'histoire a décidé que c'était lui. À son retour du service militaire, le FC 7 l'arrête et lui dit « Bon, maintenant t'es gentil, tu reviens avec nous, on te veut ». Il retourne à 7 et va très vite rejoindre l'équipe de France en 1926. Il y joue ses premiers matchs mais va connaître une année 1927 très compliquée. Blessure, peu voire pas de match avec 7 et plus d'appels en équipe de France. Une année qui va très mal vivre mais c'est pas grave. Il jette pas l'éponge et il va décider de se relancer ailleurs. Il quitte 7, reste dans la région et signe à Nîmes. Ça va être un bon choix parce que dès 1928 il va retrouver l'équipe de France. Il va faire les Jeux Olympiques d'Amsterdam, même si les Bleus seront éliminés dès le premier match face à l'Italie, et ça va surtout l'amener à Paris, en 1929. Il signe au Racing Club de Paris, avec un statut de star à l'époque. Il y a son portrait dans toute la presse nationale, il devient capitaine de l'équipe de France, et s'en va disputer l'apogée de sa carrière, la Coupe du Monde 1930, en Uruguay, la toute première édition. J'en profite pour faire une petite aparté, comment l'équipe de France s'est rendue en Uruguay en 1930, parce qu'aujourd'hui on prend un avion, dans 2 heures on y est. Pour aller en Uruguay en 1930, fallait aller en bateau. Comment préparer une Coupe du Monde en faisant 15 jours de bateau juste avant le premier match?
Là aussi, ça reste assez compliqué. C'est pourquoi il s'entraînait sur le bateau. Il y avait aussi l'équipe belge et l'équipe de Roumanie. Bon, les Belges et les Roumains, ils faisaient de l'athlétisme, pendant que l'équipe de France, ils passaient plus de temps à faire bronzette sur le pont et ils faisaient des sauts de haie avec les fauteuils du bateau. C'était pas le grand professionnalisme non plus. Je vous reprécise, à cette époque déjà, on l'appelle Alexandre Villaplane. Fini son nom espagnol, il l'a gentiment lissé pour que ça fasse plus français. Et c'est le capitaine, c'est le coéquipier exemplaire. Et c'est une des premières stars françaises dans le foot. Il est reconnu dans la rue, c'est pas n'importe qui. Et même si la France va perdre au premier tour, lorsqu'il revient, eh ben, il est accueilli en héros. Il est invité aux fêtes de 7, il y a 10 000 personnes qui viennent l'applaudir, bref, c'est quelqu'un. Et forcément, après tout ça et ce grand moment de gloire, il y a un moment où il va falloir redescendre. Et la chute peut être brutale, et ça va être le cas pour lui. Je vous disais tout à l'heure qu'il appréciait pas mal les bars, les cafés, la fête, et en allant à Paris, rien ne va s'arranger. Dites-vous qu'aujourd'hui, certains joueurs du PSG ont toujours le même problème, alors à l'époque, vous vous doutez bien que c'était la même chose. Et à Paris, il va découvrir une nouvelle passion, ou plutôt une nouvelle addiction, ça va être les jeux d'argent, les paris sportifs. À l'époque, les jeux d'argent, c'est pas BetClick, c'est surtout des courses hippiques. Si vous avez regardé Peaky Blinders, vous comprendrez très vite. Bref, cette arrivée à Paris, ça va pas forcément l'aider. Beaucoup trop de soirées, beaucoup trop de bars, d'événements et un nouveau statut de star à gérer et ça lui monte plutôt à la tête. Il commence à participer à des affaires de paris truqués, se noue d'amitié avec des proxénètes et des gens louches de Paris. Bon, il a pas forcément de problème, le seul truc, c'est qu'il est moins performant sur le terrain. Il commence à manquer des entraînements, à être encore plus agressif sur le terrain. Jusqu'au jour où il va se battre pendant un match amical face à Arsenal et ça sera la goutte de trop. Son président le vire. Et là il est perdu. Il sait pas quoi faire et il va retourner à Nîmes où il était juste avant de signer à Paris. Pendant 6 petits mois. 6 petits mois au bout duquel on perd sa trace. L'histoire ne dit pas où il est. Et il refait surface quelques mois plus tard au club d'Antibes. On sait pas comment il est arrivé là-bas, mais il est là-bas. Faut savoir qu'à l'époque, pour communiquer en France, c'est très compliqué, c'est par lettres et rien du tout. Du coup, Antibes, ils sont pas du tout au courant de ce qui s'est passé à Paris et de ces petits problèmes extra-sportifs. Ils voient là une super opportunité de faire signer un très bon joueur de foot et ils vont lui redonner sa chance. On est là en 1932, c'est une date importante, j'en profite parce que c'est la création du championnat national de foot. Là, on a vraiment un vrai championnat comme on a aujourd'hui avec la Ligue 1. Et son seul problème à Antibes, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il signe dans un club, pour être payé, on lui donne un métier. Sauf que là, ils vont lui donner le pire métier possible, croupier dans un casino. Vous le sentez venir. Il commence à jouer à des jeux interdits. Il vole un billet gagnant, se fait attraper, 1 mois de détention préventive où il sera jugé et déclaré innocent parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves. Antibes le vire, ça a vraiment pas duré longtemps l'histoire d'amour. Et du coup, il rebondit encore, il reste dans la région, il va à l'OGC Nice. Là-bas, il est bien accueilli. Il croit en lui, sauf que très vite, il va faire face à un gros problème, c'est que il aime plus le foot. Il est complètement addict au jeu, sèche les entraînements, et finit par se faire virer par Nice. Là, on est surtout face à un homme qui connaît une fin de carrière compliquée et qui a surtout une addiction pour l'alcool et les jeux. Il traîne dans des petites affaires louches, mais il n'y a pas de crime, et il n'y a aucun rapport avec l'armée allemande. Vous inquiétez pas, j'y viens. Après l'expérience niçoise, il retente un coup en Corse, mais là aussi ça ne prend pas. On perd une nouvelle fois sa trace, jusqu'en 1938. Écoutez bien, c'est très très important. En 1938, il est de retour dans le monde du foot. On est à la veille de la guerre, et il arrive à se relancer dans une équipe communautaire juive, l'AS Bene Misra. Et là-bas, ça se passe super bien. Il rejoue au foot, c'est plus le niveau national qu'il avait avant, mais ça reste quand même un bon niveau, il gagne de l'argent, et il se fait des super bons amis. Il a l'air de s'être rangé, bon, n'y croyez pas trop non plus, il traîne toujours dans des petites affaires louches, mais bon. C'est quand même mieux qu'avant, il a les pieds sur terre et pour lui, personnellement, ça va mieux. La guerre est déclarée, il est mobilisé et va se battre avec les soldats français. Bon, vous le savez, la France va très vite perdre, lui, il se fait capturer à Dijon par les troupes allemandes, entre fin 39, début 40. Là encore, l'histoire ne dit pas comment, mais il parvient à s'échapper. Ça paraît assez fou, oui, mais il s'échappe, et il va retourner tranquillement à Paris. Bon, là, forcément, il n'y a plus de foot, et c'est la guerre ou rien. Et lui, la guerre, ça l'a jamais vraiment intéressé. Lui, ce qu'il aime, c'est les jeux, c'est l'argent. Parce que oui, au-delà des jeux, il avait quand même une certaine addiction pour l'argent. Il allait là où il y avait l'argent et il voulait gagner de l'argent, peu importe le moyen. Et c'est ça qui va entraîner sa perte. Du coup, il va monter une arnaque avec 2-3 amis à lui dans le but de piéger les gens en leur vendant du faux or. Et il va réussir à piéger comme ça les Allemands. Là aussi, je suis obligé de faire une pause pour préciser quelque chose de très important. Quand l'Allemagne prend possession de la France, il y a la création de la Gestapo française. C'est l'armée allemande, les SS qui vont commettre énormément de crimes en France.
Bref, elle est créée avec à sa tête un certain Henri Lafont. Retenez bien son nom, ça va être important pour la suite de l'histoire. Les Allemands ils finissent par apprendre l'embrouille d'Alexandre et ils se retournent non seulement contre lui, mais aussi contre Henri Lafont et la Gestapo. Pourquoi? Tout simplement parce que un des potes d'Alexandre qui travaillait avec lui dans cette arnaque, ben, c'est aussi un mec qui travaillait pour Henri Lafont. Tout ça est très vite lié et là ça sent vraiment pas bon pour Alexandre. Forcément quand t'as un bandit comme Henri Lafont qui t'en veut, tes secondes sont comptées. Sauf que non, il va pas le liquider, c'était ce qui était prévu de base, mais il va se dire quand même, lui, il a réussi à arnaquer les Allemands, ça m'impressionne, je vais le recruter. Et c'est comme ça qu'il embauche Alexandre. Et là, il va se mettre à monter plein d'arnaques de faux or pour le compte d'Henri. Il a pas le choix, il est plus que tenu après ce qu'il a fait, mais ça lui va très bien. Lui, il est content, il gagne des sous. Il va notamment escroquer énormément de juifs qui troquaient de l'or pour pouvoir acheter des services pour quitter la France. Mais même avec ses actes de collabo, pour lui, il n'y a pas de politique dans ce qu'il fait. Lui, c'est juste un petit brigand, un truand, un voleur, un arnaqueur, tout ce que vous voulez. Mais lui, son seul but, c'est pas d'aider les Allemands, d'aider les Français. Lui, il s'en fout, il veut juste gagner de l'argent. C'est ce qu'il fait. L'aspect politique ne va arriver qu'en 1943. La guerre s'intensifie, les Allemands ont besoin de troupes partout, et les résistants, ils commencent à avoir écho des défaites allemandes, et du coup, ils commencent à de plus en plus se rebeller. Et si pendant les 2 dernières années, Henri Lafont de son côté, avec sa Gestapo, il a commencé à monter une belle petite armée française collaborant avec les Allemands, et ben là, il va carrément passer sous les ordres des Allemands directement. C'est comme ça que 5 Français, dont Villaplane, vont être nommés officiers de l'armée allemande. Pour cela, il prend la nationalité allemande et doit jurer fidélité au Führer. Chose qu'il va faire, et ça y est, début 1944, il est devenu sous-lieutenant dans la SS. N'oubliez pas, on parle là de l'ancien capitaine de l'équipe de France quand même, qui avait un statut de star et qui représentait clairement la France à l'international. À ce moment-là, il est placé dans un régiment qui va être envoyé dans le Périgord en mars 1944. Pourquoi là-bas? Parce que, a priori, là-bas, il y a pas mal de résistants qui commencent à semer un petit peu la pagaille dans l'armée allemande. Ils ont assassiné 2 officiers notamment. Du coup, lui, il est chargé d'aller là-bas pour remettre de l'ordre. Chose qu'il va faire. Il arrive sur place, fait capturer les 25 personnes à l'origine de ces 2 crimes et va les fusiller lui-même avec sa propre arme. Voilà comment, jusqu'à la fin de la guerre, il va mener pas mal de massacres, en allant jusqu'à ôter la vie aux femmes enceintes et aux enfants. L'histoire ne dit pas combien de morts sont à l'origine de ces décisions. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est largement au-dessus des 50, si ce n'est énormément plus. 1944 est une année où il se passe quand même pas mal de choses, parce que seulement 2-3 petits mois après ça, arrive très vite le 6 juin 1944. Débarquement, et là, Alexandre, il sent que ça sent vraiment pas bon. Il retourne à Paris pour organiser sa fuite. Il y a une grosse partie de la Gestapo qui a eu le temps de fuir déjà, et lui se dit qu'il a encore le temps, parce qu'il va pas quitter le pays comme ça. Il se rend dans le bar d'un de ses amis pour prendre de l'argent et des bijoux, afin d'avoir quelque chose pour quitter le pays. Et c'est à la sortie de ce bar qu'il se fera attraper en août 1944 par la police judiciaire. En septembre, il sera jugé à plusieurs reprises et finira par être condamné à mort, le 27 décembre 1944. Le monde du foot a été divisé pendant la guerre, et ces 5 longues années ont permis d'oublier ce connard. Et rassurez-vous, des histoires sur le foot et la Seconde Guerre mondiale, il y en a plein d'autres. Juste pour vous en citer un certain Étienne Malter, ancien membre de l'équipe de France, a quant à lui rejoint la résistance et a mené énormément d'actions pour la France. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette histoire quand même. C'est pas l'histoire la plus joyeuse, mais c'est quand même énorme qu'il ait pu se passer tout ça. Ce rapport avec le foot, avec la politique, avec la Coupe du Monde, avec le banditisme parisien, avec l'addiction des jeux d'argent et avec la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire bouleversante et je pense que tout le monde gagnerait à la connaître. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!